Alors c'est par l'affectivité que nous éprouvons la beauté du ciel étoilé ou de l'océan, sans jamais pouvoir l'épuiser dans le langage. C'est par elle aussi que nous éprouvons la valeur de l'amitié ou de l'amour, sans pouvoir en démontrer ni la nécessité, ni même l'existence. C'est elle, enfin, qui nous rattache à la vie avant même notre réveil, au matin, avant même que notre réveil au matin ne nous réinstalle dans la conscience claire de notre existence et du monde. Donc s'il est difficile de savoir ce qu'est l'affectivité, du moins savons-nous ce qu'elle n'est pas. Premièrement, elle n'est pas la subjectivité si celle-ci est considérée comme opinion, irrationalité, relativité, voire fausseté. L'affectivité a néanmoins affaire à la subjectivité en un tout autre sens. Elle se tient en deçà du seuil où s'effectuent les premières opérations intellectuelles du sujet, par exemple le jugement ou la représentation. Il faudra donc définir la subjectivité comme l'expérience que fait le sujet de lui-même, ce que je verrai en passant par Descartes. Deuxièmement, l'affectivité n'est pas davantage la sensibilité, entendue comme faculté de se rapporter à des objets par les sens, et avec laquelle on la confond souvent. Elle ne requiert nullement d'être perception. Évidemment, l'affectivité n'est pas non plus un objet psychologique, c'est-à-dire une des facultés que la psychologie dénombre, pas plus qu'elle a à voir, bien entendu, avec l'affectueux. Troisièmement, l'affectivité n'est pas du tout aux antipodes de la vérité ou de la raison, comme si l'affectif conduisait à l'obscurité, à la folie ou aux errances de l'imagination. Et l'ordre du sentiment vaut parfois mieux que la meilleure des démonstrations et peut constituer la seule voie d'accès à une vérité nécessaire quand l'idée même d'un établissement rationnel du vrai est impossible. Quatrièmement, le sentiment est immédiat et il n'est pas un objet de pensée. Avant d'être un langage, par exemple, avant d'être un langage à déchiffrer comme chez Lacan ou Freud, le symptôme est vécu comme souffrance par le sujet. Et avant d'être pressentiment de la liberté comme chez Kierkegaard ou Sartre, l'angoisse est vécue comme menace ou impuissance. Et sur ce point, on voit, c'est très important, toute la différence qui existe entre un sentiment et son interprétation. Et dernier point, l'affectivité en moi entretient un rapport fondamental avec l'affectivité des autres, c'est-à-dire qu'elle fait communauté, ce que je verrai au travers de quelques remarques sur l'idée de compassion. Ces quelques distinctions impliquent, premièrement, que la raison comme le langage sont débordés par ce que nous appelons le réel, qui s'étend bien au-delà de ce que la rationalité semble pouvoir en connaître et même en penser. Le langage, comme Nietzsche, entre autres, l'a montré, n'atteint d'ailleurs pas l'essence des choses. Deuxième remarque, l'affectivité est dépositaire d'un savoir qui est différent de celui de la raison. Troisièmement, l'affectivité n'a rien à voir avec le monde des objets et de ce fait avec la représentation, c'est-à-dire avec l'acte par lequel un sujet pose un objet à l'extérieur de lui pour le connaître, instituant ainsi une dualité qui est celle de l'objet et du sujet. Et dernier point, on distinguera donc bien deux sortes, au moins deux vérités, celles qui ne s'atteignent que par la raison et celles qui ne se saisissent que dans une expérience immédiate. Donc je poserai les questions suivantes. L'affectivité est-elle une expérience de l'être en dehors de la représentation ou n'est-elle que confusion ? Autrement dit, faut-il la considérer comme un mode de dévoilement de l'être ou de la vie, ou bien comme un plan inférieur, archaïque et inachevé de notre humanité, voire comme un obstacle à la recherche de la vérité. Je commencerai par un passage par Descartes et je commencerai par poser ceci. C'est la raison elle-même qui exige un écart par rapport à ce qu'elle se représente, par rapport aux objets qu'elle se donne dans sa visée de connaissance. En revanche, l'évidence, telle que l'entend Descartes, est connaissance sans intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle suppose une immédiateté par laquelle elle devient garante de vérité.
Mais puisque l'évidence portant sur des objets ou sur des idées peut être illusion, préjugé ou erreur, reste que la véritable évidence est expérience, et ce ne peut être que le sentiment, celui-ci s'éprouvant lui-même directement, sans relation à un quelconque objet extérieur dont l'existence puisse paraître douteuse. Et donc, on connaît l'opération cartésienne qui consiste donc à jeter le doute sur l'existence du monde extérieur et sur le bien fondé de toutes les idées qui se réfèrent à la science, tant que cet ensemble ne pourra pas être fondé sur un principe absolument vrai. Ce doute repose chez Descartes donc sur l'argument dit du rêve, c'est-à-dire que le monde tel qu'il apparaît dans mes rêves me semble réel au point que je valide son existence, dont je me rends compte au réveil qu'elle n'était que rêve. Il faut donc un critère qui permette de distinguer rêve et réalité, ou qui permette de passer de la représentation à la réalité objective de son objet. Or, seule mon existence résiste à ce doute. Au passage, on peut effectivement procéder à une expérience, chacun d'entre nous, même maintenant, c'est-à-dire tenter de voir ce que donnerait pour chacun d'entre nous la formule « je n'existe pas ». Et donc ce n'est pas par un raisonnement ou par la raison que Descartes découvre et affirme son existence comme ego. Alors j'appellerais ego maintenant, c'est le je, effectivement, en latin, c'est-à-dire le sujet qu'on peut définir de manière très sommaire, un peu à la manière de Hegel, c'est-à-dire comme un être doué de conscience et qui pense, et qui est capable de se penser. Donc il affirme effectivement l'ego, non pas en passant par la raison, mais bien dans une expérience affective, une expérience directe. L'ego saisi dans l'évidence de son existence ne se manifeste pas du tout comme un objet que Descartes se représente par la pensée, et c'est précisément parce que l'ego n'est pas un objet de pensée qu'il peut ne pas être mis en doute quant à son existence. L'épreuve ou l'expérience que fait le sujet de son existence est donc évitante, c'est-à-dire, pour préciser la signification de cette notion, que son existence est manifestée et non immédiatement pensée. C'est-à-dire que l'expérience affective que le moi non pas fait de lui-même, mais est lui-même, échappe autant à la représentation qu'à la constitution d'une connaissance rationnelle. Il y a donc une vérité originaire de l'ego chez Descartes. Mais cet ego se découvre comme un être affectif, raison pour laquelle ce qu'on appelle traditionnellement le cogito, le je pense, chez Descartes, le sujet, est bien plus exactement un je m'éprouve existant. On sait qu'au passage, il existe deux versions de ce qu'on appelle le cogito chez Descartes. Une version que vous trouvez dans le discours de la méthode, le fameux « je pense donc je suis ». Et puis, effectivement, la version des méditations métaphysiques, je suis, j'existe, dans lequel vous voyez que l'idée de pensée n'est plus du tout apparente. Et en tout cas, il est certain que la découverte ou la révélation de l'ego n'est pas du tout un raisonnement du type « tout ce qui pense est, or je pense, donc je suis ». C'est pas du tout comme ça que les choses se présentent, mais bien au cœur de l'affectivité. Donc je m'éprouve existant, c'est une proposition qui est absolument indémontrable. L'affectivité est donc l'intériorité d'une subjectivité qui s'éprouve plutôt que de se saisir comme en miroir par la raison. C'est donc au cœur de la plus immanente, c'est-à-dire intime, intérieure des expériences, que l'ego accède à la certitude de sa propre existence. Si l'ego, donc, n'est pas posé par représentation, il est pourtant saisi comme vérité nécessaire. Le terme de nécessité apparaît bien chez Descartes. Et donc, la vérité originaire consiste en ceci que l'ego est donné à lui-même dans l'activité d'une auto-affection pure. On peut appeler auto-affection très simplement le fait que l'ego se sent lui-même, s'éprouve lui-même directement, auto-affection. C'est-à-dire qu'il se manifeste, l'ego, sans la moindre opération rationnelle ou intellectuelle. Et donc, chez Descartes, il n'y a de vérité qu'à partir de l'être de l'ego, qui est donc vérité originaire. Le mode de dévoilement de cette vérité est donc affectif, et
Pour le dire autrement, c'est parce que le sujet s'éprouve qu'il n'a pas et ne peut pas se prouver. Et c'est bien à partir de là que, chez Descartes, sera conduite toute la problématique de la vérité. Descartes, remarque finale sur ce point, affirmera le même mode de dévoilement au sujet du libre arbitre. Et je voudrais vous lire juste le titre du paragraphe 39 du premier livre des Principes de la philosophie. Voilà ce qu'il écrit. « La liberté de notre volonté, le libre arbitre, se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. » C'est-à-dire une expérience sans preuve, une connaissance sans preuve. Par conséquent, on a bien un mode de dévoilement qui réside dans l'expérience et non pas établi par la rationalité. Alors, je viens de voir rapidement que l'affectivité est révélation et que cette révélation est primordialement l'épreuve que le sujet fait de son existence comme ego. Je voudrais à présent citer Rousseau. Alors, je vais faire un petit peu de lecture, là c'est Rousseau qui parle, quelques extraits que je discuterai ensuite. Je commencerai par un extrait qui est très connu, c'est dans les rêveries du promeneur solitaire. C'est le fameux épisode de Ménilmontant. Rousseau, effectivement, vient d'avoir un accident, un chien lui a sauté dessus et il est tombé dans les pommes. Voilà ce qu'il écrit. « Il était presque nuit quand je repris connaissance. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie, et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant, auquel je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité des plaisirs connus. » Premier extrait, c'est la seconde promenade. Deuxième extrait, cinquième promenade. « De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Le sentiment de l'existence, dépouillé de toute autre affection, est, par lui-même, un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. » Dernier petit extrait, septième promenade. « Je sens des extases, des ravissements inexprimables à me fondre, pour ainsi dire, dans le système des êtres, à m'identifier avec la nature entière. » C'est fini pour les citations. Donc ce qui ressort de ces extraits, c'est une surabondance de vie. Le sentiment de l'existence, dont parle Rousseau, apparaît comme la première modalité d'une expérience affective de l'être et de la vie sans extériorité. Comme vous l'avez entendu, le monde des objets est écarté. On remarque d'ailleurs au passage que le sentiment de l'ego n'est pas donné d'emblée dans cette expérience, alors qu'elle était donnée chez Descartes. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une conscience de soi. Rousseau écrit « Nulle notion distincte de mon individu ». Le sentiment de l'existence, ce n'est pas exactement le sentiment de mon existence. Et donc pour Rousseau, la grande loi de la vie, c'est l'expansion. Et la vie ne peut donc pas être monopolisée ni contenue par le moi seul. Elle le submerge, elle le déborde. La vie universelle fait irruption dans la vie du moi. Dans l'Émile ou de l'éducation, Rousseau parlera d'une sensibilité surabondante, mettant ainsi en évidence ce flux de la vie vers la vie du moi, produisant ainsi un sentiment de volupté sans égale. Donc chez Rousseau, vie débordante et bonheur. Il y a donc une dimension ontologique du bien-être, ontologique c'est-à-dire du point de vue de l'être, c'est pas un simple confort psychologique, mais vraiment du point de vue de notre être. Il y a donc une dimension ontologique du bien-être. Le bonheur véritable n'est peut-être pas autre chose et se produit à la fois dans l'éloignement à l'égard du monde des objets et dans le détachement à l'égard d'un moi trop attaché à son apparente singularité. La plénitude, au travers de ces extraits, est donc non pas la vie égoïque remplie de tous les plaisirs, mais bien une plénitude expansive, celle d'une expérience du moi qui, en faisant l'expérience de la vie, fait en même temps l'expérience de sa profusion. Raison pour laquelle
si effectivement le plaisir seul reste lié à sa cause, par exemple j'ai reçu une lettre et ça m'a fait plaisir, le bonheur dépasse largement et immédiatement sa cause pour devenir joie d'exister, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans le bonheur une totalisation ou un élan vers la totalité. L'ego et même le simple sentiment de l'existence est déjà en soi, dans son éprouvé même, plus que lui-même. Et c'est ici que se manifeste la solidarité, ou plus exactement l'identité organique de l'ego et de la vie, ce qui fait de l'ego une formation ou une sorte de cristallisation qui ne porte pas en soi-même sa propre consistance. Cela, nous le découvrons au cœur de l'expérience affective. Nous découvrons également, Rousseau insiste là-dessus, que l'affectivité, qui est l'activité même de la vie en nous, est attachement à soi, amour de soi, qui n'est que l'attachement de la vie à elle-même, celle-ci se conservant et se répandant par cette activité de liaison, qui est en même temps un se sentir dans ses semblables, c'est-à-dire dans autrui. Autant donc l'affectivité se découvre comme auto-affection de la vie, c'est-à-dire qu'elle se sent elle-même, autant elle s'éprouve immédiatement, par voie de conséquence, comme pitié, ou nous dirions comme compassion. C'est là le passage du moi vers le moi des autres. La compassion, qui est effectivement absente des extraits que je vous ai lus, consiste bien en cette expérience affective fondamentale par laquelle la vie universelle se rejoint et se répand au travers des égaux. Cette tonalité ontologique, du point de vue de l'être, je rappelle, donc de l'affectivité, témoigne une fois encore de la relativité du moi, qui n'est alors que le moyen ou le passage par lequel la vie s'auto-affecte et jouit d'elle-même. Au final, et ceci pensé à partir de Jean-Jacques Rousseau, la compassion repose sur l'identité de l'essence de la nature et de l'affectivité de la vie. Et la compassion constitue, après le sentiment de l'existence, ce qu'on peut appeler la seconde modalité d'une expérience affective de la vie comme relation fondamentale entre les affectivités. Expérience en vertu de laquelle chacun d'entre nous doit pouvoir éprouver l'autre par identification. C'est le terme identification qui est utilisé par Rousseau lui-même. À savoir s'éprouver en lui comme semblable. Ce qui revient à dire que finalement la véritable intersubjectivité ne passe pas vraiment par la raison, c'est la compassion elle-même. Pour terminer, je résume. Descartes donc adosse l'ego à un être qui le transcende et qui conditionne l'adhésion que du sujet à sa propre existence, celui-ci s'éprouvant existant. Quant à Rousseau, il découvre la surabondance de la vie au cœur de la plus intime affectivité qui lui fait éprouver son unité avec le tout. Est vivant ce qui, par conséquent, s'éprouve. Et ce qui s'éprouve est marqué de la possibilité de la souffrance. C'est là la fragilité ontologique du vivant, vivant qui doit bien être compris comme l'ensemble des êtres capables de souffrance, dont la condition animale. L'affectivité est en définitive le foyer de révélation de la vie et de son unité avec la vie universelle. Et je voudrais citer une phrase que je trouve magnifique d'un contemporain qui s'appelle Michel Henry. Je cite « Sentir, c'est faire l'épreuve dans l'individualité de sa vie unique, de la vie universelle de l'univers. »